Cela fait 3 jours que je parcours les montagnes à la recherche d'un artefact très ancien et très puissant. Il est capable d'offrir un don incroyable. Il permet de voir les choses avant qu'elles n'apparaissent. Cet outil légendaire a été oublié par les hommes, les elfes et les nains. Enfin, les personnes de petite taille. C'est pas le sujet. Mon périple est long et semé d'embûches. Exactement 2 jours et 47 minutes. Mais qu'importe. Je dois trouver cet objet. Ok, aujourd'hui on va parler d'un véritable trésor d'internet. Un logiciel tellement mythique qu'il a façonné toute une génération d'internautes. Je veux bien sûr parler de Imul. Mais comment un logiciel aussi incontournable que lui a pu disparaître aussi brutalement ? Qui était derrière ce phénomène ? Qu'est-ce qu'on téléchargeait ? Et pourquoi autant de gens se sont retrouvés devant les tribunaux à cause de lui ? Préparez-vous parce qu'aujourd'hui on va plonger dans une histoire aussi dingue que méconnue. Générique ! Générique ! Bref, bienvenue sur cette enquête sur Imul, ce logiciel incroyable qui a changé la façon de consommer des films, des séries et de la musique, jusqu'à ce que tout bascule. Mais pour bien comprendre pourquoi Imul a disparu, il faut d'abord comprendre pourquoi il a eu autant de succès. Et c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Tout d'abord, je devais m'enfoncer dans la forêt sombre d'Internet, afin de retrouver mon fidèle destrier. La route me serait moins pénible avec lui, et il me sera d'un énorme soutien. Alors, Imul, derrière ce logiciel mythique utilisé par des millions de personnes, il y avait forcément quelqu'un. Un développeur mystérieux, caché derrière un pseudo encore plus mystérieux. Mais alors, qui était vraiment derrière Imul ? Tout commence en mai 2002, en Allemagne. Dans une petite chambre étudiante, plongée dans la pénombre, derrière un écran, un jeune homme d'une vingtaine d'années, nommé Henrik Breitkruse. Henrik, ok. Alias Mercure tapote nerveusement sur son clavier. Henrik, il est passionné de technologie et il est un peu frustré par des logiciels de téléchargement existants comme iDonkey 2000, qui à l'époque était numéro 1, était vraiment lent et plein de bugs et rempli de faux fichiers. Donc Henrik, il veut mieux. Il rêve tout simplement d'un réseau fiable, stable et accessible à tous gratuitement. Et c'est exactement ce qu'il fait. En quelques semaines, il crée un logiciel révolutionnaire qu'il appellera Imul. D'ailleurs, le nom Imul, il n'est pas choisi par hasard. C'est pas juste une mascotte mignonne avec des grandes oreilles. En fait, ça vient d'un clin d'œil au logiciel iDonkey. Donkey qui veut dire âne en anglais. Et comme le mulet, c'est un croisement entre un âne et un cheval. Imul. C'est un peu la version améliorée et robuste d'iDonkey. Très rapidement, Imul devient un phénomène. Des milliers, puis des centaines de milliers de personnes rejoignent le réseau en quelques mois seulement. La communauté explose, et Henrik, alias Mercure, est dépassé par son propre succès. Mais alors, pourquoi ce créateur est-il resté si discret, malgré un succès fou de son logiciel ? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, dès le départ, Henrik a voulu rester complètement anonyme. Pas de photo officielle, pas d'interview publique. Parce qu'à cette époque, créer un logiciel de téléchargement, même sans intention criminelle, ça attire les ennuis judiciaires. J'ai déjà vu ça. Mercure voulait tout simplement éviter les ennuis. Et pourtant, les ennuis n'allaient pas tarder à arriver. J'avais enfin retrouvé ma mule, et ensemble nous traversâmes la forêt de Forum. Mais la route était encore longue vers l'artefact. À partir de 2003, Imul devient incontournable. Le logiciel explose, le téléchargement s'accumule et le bouche à oreille fait le reste. Mais pendant ce temps, comment vit son mystérieux créateur, Mercure, face à cette popularité grandissante ? En moins d'1 an, Imul devient un phénomène global. Des millions d'utilisateurs, des dizaines de milliers de fichiers échangés chaque minute, films, séries, jeux vidéo,
tout devient accessible gratuitement, en quelques clics seulement. Vraiment tout le monde utilisait Imul. Je me souviens que moi mon rituel c'était je me levais le matin, je lançais mes téléchargements avant d'aller à l'école, et le soir je croisais les doigts pour avoir le film en entier. Pendant ce temps-là, Henrik, alias Mercure, voit son petit projet personnel se transformer en géant incontournable. Mercure comprend que son logiciel, même gratuit, même sans publicité, pourrait attirer les foudres des autorités. Alors il prend la décision de se retirer progressivement du projet, tout en laissant le logiciel à la communauté. Une communauté? Oui, une communauté. Oui, je pourrais faire appel à des semi-hommes pour qu'ils fassent le sale boulot à ma place. Et je prendrai un nain, un elfe, et puis des hommes. Et là, ils pourront tout faire à ma place. Moi, j'aurais rien à branler, plus qu'à fumer mon vieux Toby. Et oui, le plan est parfait. Je suis un génie. Attends, on va plus vite que le décor. Le secret du succès d'Imul, c'est sa technologie open source et son protocole eDonkey, puis Cadmelia. En clair, le logiciel est gratuit, améliorable par tous. En gros, contrairement à Napster, qui a fermé très vite, Imul c'est un peu une hydre à plusieurs têtes. Couper un serveur quelque part, il en repoussera 2 autres ailleurs. J'ai déjà vu ça. Et c'est ce qui a rendu la lutte contre Imul extrêmement difficile pour les autorités. 2006, les choses deviennent sérieuses. Le serveur Razorback 2, principal serveur d'Imul, est brutalement fermé par les autorités belges et suisses. Comme tout le monde, Henrik apprend ça par internet. Mercure commence à ressentir une pression de plus en plus énorme. Même si son anonymat est encore bien couvert, il sait qu'il risque gros. Et pour ça, il prend encore plus ses distances par rapport à son logiciel. Après toutes ces dérives et la pression immense qui pesait sur Imul et son créateur, que devient-il ? Eh bien, l'histoire de Mercure ne finit pas devant un tribunal, ni en cellule d'ailleurs. Elle finit tout simplement dans un silence absolu et discret. Et c'est ça qui est vraiment énorme avec lui, c'est qu'il a réussi à retourner dans l'anonymat alors qu'il avait créé quelque chose d'énorme. Souvenez-vous, on est dans une époque où tous les autres développeurs de sites de téléchargement illégaux se font directement défoncer par la justice. Et lui, il est tout simplement retourné dans l'anonymat. Et son histoire, c'est vraiment mystérieux parce qu'il y a vraiment 0 photo sur lui. Il y a 0 interview. Les seules choses qu'on sait, c'est simplement des bruits de couloir d'anciens collaborateurs. Comme quoi, il serait retourné dans une vie d'employé de bureau classique. Et ça, c'est fort. Aujourd'hui, personne ne sait précisément où se trouve Henrik. Une fin discrète, contrairement à l'image de sa création. Et juste avant que l'histoire semble totalement terminée, il y a eu un ultime épisode avec Imul Paradise. On est encore en 2006. Rappelez-vous, le serveur Razorback vient juste de fermer. Un internaute, du nom de Vincent Valade, un jeune étudiant passionné d'internet, va créer Imul Paradise. En seulement un mois, il attire plus de 300 000 utilisateurs. Mais son succès, aussi fulgurant qu'il soit, attire tout de suite les ayants droit. Et en mai 2006, le site se fait fermer, et Vincent se fait retirer tous ses ordinateurs. Et là pour Vincent, c'est moins la rigolade parce qu'il y a une procédure de plus de 10 ans qui va s'en suivre. Condamné en 2015 à 14 mois de prison avec sursis, et une amende astronomique de 410 000 €. Et merde, ils m'ont retrouvé! Bordel, ils ont même eu ma mule! Salaud! Heureusement, j'ai réussi à récupérer son pouvoir juste à temps. Et vous pensez vraiment que l'histoire d'Imul s'arrête ici ? Que tout s'est fini tranquillement quand Mercure a disparu ou alors que Imul Paradise est tombé ? Eh bien non. Car ce qui a vraiment signé la fin d'Imul, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. L'arrivée des lois anti-piratage, les nouvelles plateformes légales comme Netflix ou Spotify, Deezer et autres, et l'évolution technologique avec le BitTorrent. Alors qu'est-ce qui a porté le coup fatal à Imul ? Eh bien, allons explorer tout ça. Après l'affaire de Imul Paradise, tout semble s'effondrer très rapidement. Mais comment expliquer la chute aussi brutale d'un logiciel aussi populaire qu'Imul ? Tout commence en France avec la loi Hadopi, adoptée en 2009. Son principe c'était simple,
C'était 3 avertissements par mail et ton accès internet pouvait être suspendu. Avec plus d'1 million de mails envoyés dès la première année et plus de 200 000 lettres recommandées envoyées en 2010. Moi-même j'ai vécu ce petit mail Adopi et je vous avoue que c'était pas très agréable. Tout de suite je me suis lancé dans une espèce de paranoïa, j'étais un peu paniqué et tout. Bon, ça m'a pas empêché de l'essayer une deuxième fois, mais au deuxième, je vous avoue, j'ai vraiment paniqué. Résultat, ça a vraiment eu un impact sur les gens qui téléchargeaient, un peu comme moi, qui n'avaient pas eu de chance finalement. Mais Adopi, ça explique pas vraiment tout, car en même temps qu'il y avait cette fameuse loi Adopi, il y a eu l'arrivée des plateformes légales de streaming qui ont changé complètement la donne en 2010. Et je peux comprendre, parce que à gauche, t'avais les téléchargements illégaux, qui étaient longs, qui étaient souvent pleins de virus, avec des faux fichiers, et t'avais le risque de te faire prendre. Et à droite, bah t'avais Netflix, Spotify, Deezer, qui étaient rapides, où tu risquais rien, et ils ont tout fait pour que ce soit simple d'usage. Forcément, quand tu pouvais enfin regarder un film en un seul clic, pourquoi passer 3 jours à attendre un film sur Emule en risquant des virus ou des procès? Mais la dernière pièce du puzzle, c'est l'arrivée en force du BitTorrent. En gros, le BitTorrent, c'est un système qui te permet de télécharger un fichier en récupérant plein de petits morceaux chez plein de personnes différentes. Contrairement au téléchargement d'Emule où tout était pris à un seul endroit. Résultat, c'est plus rapide et tout le monde s'entraide sans même se connaître. C'est ce qui fait que les utilisateurs d'Emule migrent massivement vers le BitTorrent. Et en quelques années seulement, Emule perd presque toute sa communauté. Voilà ce qui aurait vraiment tué Emule. Un mélange explosif entre répression judiciaire, évolution technologique et changement d'habitude des utilisateurs. Mais comment l'industrie culturelle a-t-elle vraiment réagi après la mort d'Emule? Ont-ils vraiment gagné la guerre contre le téléchargement illégal? Ou la bataille continue-t-elle toujours ailleurs? Eh bien je vais vous le dire. Dès qu'Emule disparaît, BitTorrent prend immédiatement le relais. Les internautes n'ont pas arrêté de télécharger illégalement, ils ont juste changé de plateforme et de méthode. Pour exemple, je prendrais uTorrent qui utilise lui le BitTorrent. Pour l'industrie du cinéma et de la musique, la disparition d'Emule est d'abord célébrée comme une grande victoire. Moins de piratage, plus de revenus espérés. Mais en réalité, tout n'est pas si simple. L'industrie comprend que la guerre judiciaire seule ne suffira jamais. Ils adoptent alors une stratégie complètement différente. Proposer une offre légale, tellement pratique, que le piratage deviendrait inutile. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais de la mort d'Emule, c'est qu'ils vont mettre de plus en plus de moyens dans les plateformes légales, comme Netflix, Spotify, Deezer, etc., etc. Et ça marche incroyablement bien. En quelques années, la majorité des gens basculent vers des plateformes légales. Et c'est là qu'on tombe dans une véritable ironie. Sans la pression exercée par le piratage de masse, via Emule et d'autres plateformes, eh bien l'industrie aurait mis beaucoup plus de temps pour faire évoluer ses offres. En fait, on peut carrément dire que sans Emule, il n'y a pas de Netflix et il n'y a pas de Spotify comme on l'a aujourd'hui. En conclusion, on pourrait dire que ni l'un ni l'autre n'ont vraiment gagné la bataille. Parce que aujourd'hui, en 2025, les gens téléchargent toujours. Et les plateformes payantes de streaming, que ce soit pour du visuel ou de la musique, eh bah, il y en a de plus en plus. C'est de plus en plus cher aussi. Et une anecdote assez marrante, c'est que même si Emule est fermé, il y a pas mal de sites pour pouvoir réutiliser Emule, vraiment à l'ancienne. Ça, c'est vraiment pour les purs et durs, la nostalgie dans le sang. Alors, avec tout ce qu'on vient de voir, je voulais prendre un moment pour vous parler franchement. En préparant cette enquête, je me suis demandé plusieurs fois si je préférais le web d'avant, à l'époque d'Emule, où tout était un peu libre, mais un peu chaotique. Ou le web d'aujourd'hui qui est certes plus sûr, mais contrôlé par des grandes plateformes qui décident de ce qu'on peut voir et écouter. La liberté d'Emule, c'était vraiment incroyable, on pouvait trouver de tout, il n'y avait aucune barrière, c'était une véritable aventure. Mais en même temps, cette totale liberté, elle avait un prix concret. Les virus, les faux fichiers, la peur de se faire attraper, et les téléchargements interminables. En vérité, je pense qu'on est nostalgique surtout parce que Emule, c'était le symbole d'une époque. La découverte, la débrouille, et peut-être que pour certains d'entre nous, c'est aussi un symbole de jeunesse. Si on oublie le côté virus, faux fichiers et tout ça, en vrai, c'était une vraie aventure. C'est une époque d'internet où tout semblait merveilleux. Alors je vous pose vraiment cette question, qu'est-ce que vous préférez vous? Vous préférez le web actuel, contrôlé mais un peu plus sûr, ou le web d'avant, qui était complètement chaotique mais totalement libre? Enfin, je le trouve. Après tout ce périple. Oh, que c'est magnifique. Oh, je peux enfin le
touche. Ah, enfin, je vais pouvoir mater le Seigneur des Anneaux. Oh là là, Glandalf, vous en avez un sacré bâton. Oh oui, ça c'est mon méga bâton. Ouh, c'est impressionnant.